Bonjour à tous, je vois que vous êtes tous en train d'arriver et de nous rejoindre pour cette conférence de presse. Merci d'être avec nous. On va attendre encore quelques minutes le temps que tout le monde nous rejoigne, mais on est déjà un certain nombre de participants. Merci d'être là. C'est une semaine particulière de fait de cette conférence de presse, mais aussi, vous le savez tous, il y a eu des annonces importantes faites par le président de la République dans le cadre de la prévention des maladies liées au virus HPV. Je vais animer cette conférence de presse. Je suis Coralie Marjolais, je suis la présidente de l'association Imagine. Imagine est une association de patientes atteintes de cancer gynécologique et de proches. Et durant cette conférence de presse, on va rebondir donc sur les annonces du président de la République et les compléter et aussi essayer de les accompagner. Alors, je vous invite pendant cette heure que l'on va passer ensemble à utiliser l'hashtag HPV tous concernés sur les réseaux sociaux, à couper votre micro, sauf bien entendu, vous pouvez lever la main pour poser des questions à la fin, puisqu'il y aura tout un temps d'échange qui est prévu. Et il y a un chat tout au long de cette conférence de presse avec des interlocuteurs qui le suivront et qui nous reposeront les questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à interagir tout au long sur le chat et les questions à la fin de cette présentation. Alors, cette conférence de presse est l'occasion de vous annoncer la naissance d'un collectif qui travaille ensemble depuis plusieurs mois pour essayer de faire augmenter ce taux de vaccination contre ces maladies liées au papillomavirus humain qui vont vous être présentées. Vous voyez les différentes associations impliquées dans ce collectif qui est là pour faire reculer tous ensemble la maladie. Dans cette réunion, nous aurons d'abord Sabrina Lebars de Corasso qui va nous parler de ces maladies qu'elle connaît bien et les cancers, mais pas que les cancers. Ensuite, Jean-Baptiste Lusignan pour le CRIPS qui va nous dire tout ce qui est déjà fait, les obstacles qu'ils ont pu rencontrer dans leurs différentes actions et l'importance de développer de nouvelles actions. Et ensuite, les recommandations du collectif, comme je vous l'ai dit, qui vont accompagner les annonces du président et aussi les compléter, parce qu'il y a d'autres éléments essentiels qui doivent être mis en place pour permettre d'éradiquer ces maladies. Et puis à la fin, comme je vous l'ai dit, on aura un temps de questions-réponses. Ça te dérange Donc, je vais passer la parole à Sabrina. Tout d'abord, il y aura un petit clip d'une dizaine de secondes afin que vous voyez les conséquences de la maladie et les conséquences de l'HPV et de quoi on va parler pendant toute cette conférence de presse. Quoi ma gueule? 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 Ma gueule? Quoi ma gueule? Quoi ma gueule? Quoi ma gueule? Quoi ma gueule? Oh. Ma gueule? Alors, quoi? Sabrina, c'est à toi. Quoi ma gueule? Quoi ma gueule? Quoi? Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sabrina Lebars, donc j'ai été diagnostiquée d'un cancer ovarien. En fait, je travaille là. Et Voilà. j'ai été enceinte. Il faut faire comme si j'étais pour là. Et je le redirai à ma grand-mère parce qu'elle va me demander 15 fois si je suis là. Qui semblent ne pas être coupés. Si vous pouviez faire l'effort, s'il vous plaît, de tous couper vos micros en attendant pour que chacun puisse entendre. Je vous remercie. Donc, je vous disais que j'avais été diagnostiquée d'un cancer ORL, j'avais 29 ans. À ce moment-là, j'étais enceinte de 6 mois. Depuis, j'ai cofondé une association de patients et je suis actuellement présidente de Corasso qui informe et soutient les personnes touchées par un cancer tête et cou. Donc, vous en avez vu un certain nombre sur le petit clip qui vient de passer. Je vais revenir avec vous ce matin sur les pathologies liées au papillomavirus, comme l'a introduit Coralie.
Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des hommes et des femmes sont infectés au moins une fois dans leur vie par un des 200 papillomavirus humains. Dans la majorité des cas, cette infection passera inaperçue et elle sera éliminée par l'organisme. Mais dans 10% des cas, cette infection persiste et elle peut engendrer une maladie grave telle que le cancer. Il faut savoir qu'il y a 2900 personnes qui décèdent chaque année en France d'un cancer HPV induit. C'est grosso modo le même nombre de morts que sur nos routes. Il faut savoir aussi que les cancers ne sont pas la seule maladie qui peut être liée au papillomavirus. On va parler aussi des papillomatoses respiratoires récidivantes, qui sont des maladies qui sont très invalidantes chez l'adulte, mais aussi chez les plus jeunes. Par exemple, chez les enfants, les formes les plus agressives peuvent nécessiter des interventions chirurgicales tous les mois, sous anesthésie générale. Ça veut dire qu'un enfant de 10 ans peut avoir une centaine d'anesthésies générales dans toute sa vie déjà, au début de son enfance. Dans certains cas, les papillomatoses peuvent devenir malignes. Donc, on en revient à la problématique du cancer. Les HPV peuvent également être à l'origine des condylomes anogénitaux. Ce sont des infections qui concernent environ 100 000 personnes par an en France. Ces condylomes sont très contagieux. Les traitements sont souvent douloureux, tant d'un point de vue physique que psychologique. À ce sujet, je vais laisser la parole à Laure Roule, qui œuvre pour lever les tabous avec son association de patients. Merci Sabrina. Effectivement, j'ai monté l'association No Tabou après avoir été diagnostiquée moi-même d'un cancer HPV en février de l'année dernière, donc février 2022. Je me suis rendu compte ô combien il est déjà difficile de parler d'un cancer parce que ce cancer, on a le sentiment que ça va être un frein à un retour à la vie normale, tant sur le plan professionnel que pour faire des projets personnels, pour avancer dans sa vie. Mais alors, quand arrive la question de « tu as un cancer de quoi ?» Il est où ton cancer? Il est encore plus tabou de parler de certaines zones, telles que l'anus. En fait, l'anus, on en a tous un, mais parler d'un cancer de l'anus, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Et donc, tous ces cancers HPV induits renvoient sur la vie intime. Il y a une dimension de honte qui demeure dans la mémoire collective et qui est difficile à surmonter lorsqu'on est patient. C'est une épreuve de plus. C'est pourquoi il me semble essentiel d'informer davantage le grand public pour mieux connaître ces maladies. Et c'est en faisant sortir de l'ombre qu'on inclura davantage les patients qui sont atteints. Sabrina, tu as quelques chiffres à nous partager ? Exactement. Alors, on va sortir un peu de l'ombre et on va éclairer un petit peu sur le sujet. Donc, les cancers HPV induits, c'est 6400 personnes concernées par an en France. Et ces cancers, ils surviennent pour 30% chez les hommes. Donc, si vous regardez le tableau qui s'affiche à l'écran, vous pouvez voir ce dont vous a parlé Laure au préalable. On parle de cancer du col de l'utérus, qui sont les plus connus, mais aussi de cancer de l'anus, qui touche et les hommes et les femmes, cancer de la vulve et du vagin qui touche bien sûr les femmes, cancer du pénis qui touche les hommes et cancer de l'oropharynx qui touche les hommes et les femmes, et en plus grosse proportion les hommes. D'ailleurs, ces cancers de l'oropharynx, on entend plus parler ces derniers temps, notamment du fait du témoignage courageux d'Arthur Sadoun. Ça participe à briser le tabou, donc c'est une bonne chose. C'est nécessaire parce que ces cancers, ils sont encore trop peu connus. Et il faut dire que les symptômes, ils sont peu évocateurs. On parle d'une tache blanche ou rouge dans la bouche, d'une difficulté à parler ou à avaler, une douleur au niveau de la langue, une douleur dans la gorge, une voix enrayée, une grosseur dans le cou qui est celle d'un ganglion, donc quelque chose qui peut paraître de l'ordre d'un virus sévernal. Et du coup, ces symptômes, ils ne font pas forcément penser à un cancer en premier lieu, surtout si la personne est encore jeune et a une bonne hygiène de vie. Donc, ces cancers de l'oropharynx qui sont HPV induits, pour 30% d'entre eux, ils sont très souvent diagnostiqués à un stade avancé. Ça veut dire que pour ces cancers, on va devoir avoir recours à des chirurgies qui sont beaucoup plus lourdes et à des radiothérapies avec des doses maximales. Donc, nécessairement, les chances de survie, elles sont grandement diminuées. Et quand on
on arrive à entrer en période de rémission, les effets secondaires ont un fort impact sur la qualité de vie des patients. Je vais prendre un des exemples les plus éloquents, si je puis dire. Quand on doit vous retirer la langue, ce qu'on appelle une glossectomie, comment on vit sans la langue, hein? Comment on continue à parler, comment on peut se nourrir. Donc, ce n'est pas le cas d'Arthur Sadoun, parce que heureusement pour lui, même si il évoque dans son témoignage des séquelles difficiles, il a pu être diagnostiqué très tôt. Et malheureusement, ce n'est pas la majorité des cas. Et pour ma part, je suis confrontée au quotidien à des patientes et à des patients qui doivent s'adapter avec ces séquelles, qui doivent vivre avec des poches pour s'alimenter, qui doivent réapprendre à parler avec des greffes de langue. Donc, voilà, c'est la réalité des cancers de l'oropharynx. Écoutez, je redonne, après ce tour sur les maladies HPV induites, je redonne le micro fictif à Jean-Baptiste Lusignan. Jean-Baptiste, tu n'as pas ton micro. Toutes mes excuses. Ça y est, c'est bon. Dans les début des années 2010, c'était pas remboursé. Merci Sabrina. Et donc voilà, après avoir vu la réalité de cette maladie, de ces maladies, je vais vous parler un petit peu de prévention en rebondissant déjà sur, vous avez peut-être entendu comme nous les annonces du président Emmanuel Macron mardi, qui nous rendent assez optimistes, hein, avec cette volonté de mettre des moyens financiers et humains sur la prévention des HPV, notamment avec la vaccination au collège. Aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est surtout grâce à des acteurs plus locaux, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les villes, que des actions peuvent être mises en place. Et c'est plutôt vers le ministère de la Santé ou le ministère de l'Éducation nationale que j'ai envie de me tourner aujourd'hui. C'est une très bonne chose de vouloir proposer la vaccination par des personnes externes en établissement scolaire dès le mois de septembre. Mais nous, on est très souvent au contact des personnes de l'éducation nationale, en premier lieu les infirmières scolaires par exemple, et tout ça ne pourra pas se faire sans un soutien à ces personnes. Il faudra aussi parler aux parents, évidemment. Il faudra parler aux adolescents et aux adolescentes concernés, travailler sur leur réticence, leur entourage, pouvoir mobiliser les acteurs locaux. Et tout ça, ça ne se fera pas sans un soutien élargi qui doit pas s'arrêter à un effet d'annonce, j'espère. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous, au CRIPS Île-de-France, on s'inscrit dans une approche positive globale de la santé. On intervient depuis presque 30 ans en collège et en lycée. On voit près de 80 000 jeunes par an, qu'ils soient en milieu scolaire ou hors scolaire, et sur à peu près 3 000 actions par an. Il n'y a plus rien de théorique dans tout ça. C'est-à-dire qu'on voit les difficultés à mettre en place des actions, la facilité. Vous savez que dans la loi, normalement, on a 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle par an. C'est quelque chose qui n'est pas respecté malheureusement, en dépit, comme je disais tout à l'heure, des infirmières scolaires, en dépit de la bonne volonté des profs, en dépit des demandes, de la plupart des adolescents et adolescentes qu'on rencontre. Et aujourd'hui, il va être impossible de parler de sexualité à des adolescents, en tout cas ceux que nous on voit, sans leur parler de choses plus larges. On ne va pas pouvoir venir leur parler uniquement de HPV de manière comme ça, un peu décorrélée du reste. Il va falloir leur parler de sentiments, de relations de couple, de désir d'enfant, grossesse, contraception, de rapports forcés, ou au contraire souhaités, les questions de consentement, tout ce qui est discrimination de genre, tout ce qui se passe à la puberté. Tout ça, c'est des sujets dont ils ont besoin, et les questions autour du HPV ou d'autres d'ailleurs vont venir s'inscrire dedans. Nous, on a une histoire avec la prévention HPV puisque dès l'émergence du premier vaccin, on a commencé à en parler plus spécifiquement, donc depuis 2007, pardon. Et contrairement à d'autres sujets de prévention qu'on aborde habituellement, la prévention HPV a cette chose assez particulière que c'est pas une décision unique d'un adolescent ou d'une adolescente. Vous savez, quand il s'agit de mettre un préservatif, ça peut être l'adolescent ou l'adolescente qui décide tout seul. On dit toujours que c'est mieux d'en parler à ses parents, d'ouvrir un dialogue, mais pour la vaccination, c'est obligé
d'en parler à ses parents puisqu'il faut leur accord. Et le problème, c'est que le dépistage, il n'existe que pour le cancer du col de l'utérus et il est recommandé à partir de 25 ans. Donc, ça ne les concerne pas non plus. Donc, il y a vraiment quelque chose de spécifique à faire autour du vaccin. Et c'est pour ça que nous, on a développé une nouvelle approche en prévention où on va impliquer dès le départ les familles, à travers l'école notamment. On l'a fait sur un premier projet dès 2018 qui s'appelait Décryptage PV, où on a proposé à des lycéens et des lycéennes de parler des idées reçues sur le HPV et de faire ça en vidéo pour justement être fiers un peu de leur message et pour pouvoir le montrer à leurs parents, aux parents de leurs amis, à d'autres. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent. Et ce qui fonctionne aussi, c'est de pouvoir répondre à toutes les interrogations des parents, des profs et puis des acteurs de santé qui vont avoir autour d'eux. Puisqu'on sait que, entre le moment où nous, on va intervenir, on va venir leur parler, de prévention HPV et du besoin, de faire un vaccin, la chaîne est longue jusqu'au moment où ils vont effectivement passer à l'acte vaccinal et qu'entre-temps, ils peuvent être, la chaîne entre guillemets peut être interrompue par un parent, un ami, un praticien de santé qui, sans vouloir mal faire, hein, avec des bonnes intentions, va les décourager, d'une vaccination à cause de fausses idées, de croyances ou de tabous culturels. Laure parlait tout à l'heure de tabous, hein, on touche aussi à la sphère intime parfois. Donc l'idée, c'est de désexualiser, le vaccin, hein. Le HPV est une IST, mais le vaccin, peut être complètement désexualisé et plus on le fait tôt, moins on a ce souci, avec l'entrée dans la sexualité. Donc ce que nous, on recommande, c'est de pouvoir, s'appuyer sur des choses qu'on a fait et qu'on a expérimenté et qui marchent bien. C'est de mettre tout le monde autour d'une table, de mettre l'éducation nationale, les professeurs de SVT, bien évidemment les infirmières scolaires, et leurs responsables au niveau des rectorats, les directeurs et directrices d'établissement. Quand on va dans un établissement et que le proviseur ou la proviseure, soutient le sujet, c'est beaucoup plus simple après pour parler aux parents. Les associations de parents d'élèves, pardon, les acteurs locaux, praticiens de santé, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers, infirmières, et cetera, et cetera. Et tous ces gens-là, on les met autour d'une table. Il en sort en général des choses très positives, des personnes qui ont envie de soutenir la démarche, qui ont envie de passer à l'échelon supérieur et de créer un environnement favorable. Donc, pour conclure un peu sur cet aspect de prévention, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il y a des bonnes annonces, il y a des intentions, mais aujourd'hui, tout ça, ce ne sont que des expérimentations. On sait que ça marche, on sait qu'il y a une façon de faire pour mettre tout le monde dans les bonnes dispositions, mais sans soutien réel, et c'est pas juste en faisant venir des personnes qui vont vacciner en 5e, si les gens sont d'accord qu'on va y arriver. Il faut en parler en amont, il faut coordonner les choses, il faut pouvoir rattraper aussi s'ils se vaccinent pas au moment où les vaccinateurs, vaccinatrices viennent, ils pourront se vacciner un peu plus tard. Donc faut pouvoir accompagner tout ça, mettre les parents aussi autour de la table, pas les oublier, et tout ça, ça demande de la coordination et du soutien. Voilà, je m'arrête là sur la partie prévention. Coralie, je te rends la parole. Oui, merci Jean-Baptiste, tu as expliqué tout ce que vous faisiez depuis de longues années au CRIPS et puis tu as ouvert les propositions qu'a le collectif et l'accompagnement, comme je l'ai dit au début, de ces annonces qui ont été faites et qu'on va développer maintenant avec Laure. Laure, Oui, alors effectivement, la première proposition concrète, hein, elle a fait l'objet du nom de notre collectif, hein, Demain sans HPV, c'est vraiment d'éradiquer ces cancers évitables, par la mise en place d'une stratégie d'élimination du papillomavirus. Donc comme l'a dit Jean-Baptiste, on accueille très favorablement les mesures qui ont été prises. Néanmoins, on pense qu'il est important de les compléter. Alors, par rapport à les annonces qui ont été faites par le président, il y a eu l'implication des professionnels de santé dans la vaccination. Et là, le collectif porte depuis plusieurs mois cette demande. Depuis le 17 novembre, les professionnels de santé, dont les pharmaciens d'officine, peuvent vacciner les jeunes de plus de 16 ans.
Il nous semble très important que pour cette catégorie d'âge, puisque je fais un petit rappel, actuellement, l'HAS préconise la vaccination des jeunes de 11 à 19 ans, de 11 à 15 ans, c'est 2 doses, de 15 à 19 ans, c'est 3 doses. Et ensuite, il y a une vaccination de rattrapage dont on vous parlera ensuite, de 19 à 26 ans. Petit rappel, il y a une étude suédoise qui a été publiée, qui a été faite sur un échantillon de jeunes femmes, 800 000 vaccinés versus 800 000 non vaccinés. Donc, on peut penser que l'échantillon est assez solide. Et il est prouvé que de 11 à 17 ans, la vaccination protège à plus de 88% ces jeunes femmes, puisque l'avantage de suivre des jeunes femmes, c'est que, comme l'a dit Jean-Baptiste, c'est le dépistage dans le cancer du col est le seul endroit où on peut déceler l'HPV. Donc, ces jeunes filles étaient vaccinées, étaient protégées à plus de 88%. Et ensuite, de 17 à 30 ans, on est à 53%. Alors oui, c'est plus faible, mais c'est encore un pourcentage très important. Et il est essentiel que les jeunes continuent à se vacciner, même s'ils n'ont pas pu l'être avant 17 ans. Donc, une des préconisations du collectif qui nous semblait essentielle, c'est que les professionnels de santé puissent vacciner les jeunes dès 11 ans, puisque, comme vous l'avez entendu, la protection est plus importante à cet âge-là, et plus les jeunes sont vaccinés tôt, mieux ils seront protégés. Ce qu'on invite aussi, parce qu'un des freins de la vaccination en France, on le voit en échangeant avec les associations des autres pays d'Europe, c'est la complexité du parcours vaccinal en France. Il faut aller chez le médecin pour avoir une ordonnance, ensuite retourner à la pharmacie, récupérer un vaccin qui doit rester au frigo, ensuite les parents doivent aller retourner chez le médecin avec leur enfant, avec un vaccin qui soit resté au frais le plus longtemps possible. Donc, c'est une vraie complication, alors que dans d'autres pays, comme en Espagne, on peut être vacciné directement, on va chez le médecin et il vaccine, et ça évite ces allers-retours compliqués, surtout, on le sait, dans cette période où l'accès aux médecins est difficile. Donc, ce qu'on envisage, et ce que le collectif propose, c'est que les jeunes qui viennent pour leur rappel d'été polio, parce que dans le calendrier vaccinal à 11 ans, il y a le rappel d'été polio, soit sont vaccinés en même temps que le rappel d'été polio de l'HPV, c'est-à-dire que le médecin, quand il fait l'ordonnance pour le DT polio, fait en même temps l'HPV. Et la vaccination peut absolument se faire le même jour. Donc ça, c'est une possibilité, mais une autre possibilité, et c'est là où interviennent les professionnels de santé, c'est le rappel d'été polio, et le médecin fait l'ordonnance pour l'HPV, et le jeune, avec ses parents, va voir un professionnel de santé, et par exemple un pharmacien d'officine, puisqu'on sait que c'est un accès facilité, et le jeune, dès 11 ans, est vacciné sur prescription du médecin par le professionnel de santé ou le pharmacien, et ça permettrait un accès vraiment facilité à la vaccination. Et ensuite, on le sait, à partir de 16 ans, les jeunes ont tendance à moins aller chez le médecin. Alors, on préférait qu'ils soient mieux suivis, mais ce n'est pas le sujet. Là, on est là pour favoriser la vaccination et protéger de ces cancers évitables. Et donc, nous préconisons qu'à partir de 16 ans, les professionnels de santé, donc les pharmaciens, puissent prescrire et vacciner contre le HPV, et ce qui permettra à tous ces jeunes d'avoir un accès facilité. Normalement, sur l'ensemble du territoire français, il y a des pharmacies accessibles, et donc tous ces jeunes pourraient être protégés. Et tout cela est à compléter, puisque, comme je l'ai dit en début de ce deuxième point, il y a une catégorie de rattrapage qui est de 19 à 26 ans, et là, le collectif a aussi des propositions à faire pour protéger toute cette génération qui a eu une réelle perte de chance pour différentes raisons. Laure ?
Donc effectivement, on veut rattraper le retard en autorisant une vaccination, chez tous les jeunes adultes jusqu'à 26 ans. Ça permet également d'avoir une égalité de vaccination parce qu'à l'heure actuelle, seuls les garçons ayant des relations avec, des garçons peuvent être vaccinés jusqu'à 26 ans. Donc là, l'ensemble de la population, jeunes hommes, jeunes femmes, pourraient être vaccinés jusqu'à 26 ans. Ça permettrait de couvrir une population qui a été peu vaccinée, les jeunes garçons, hein, parce qu'il faut rappeler que le vaccin pour les jeunes garçons est applicable qu'à partir de janvier 2021. Ça permettrait effectivement de rendre ces jeunes adultes responsables et qu'ils aient la liberté, s'ils n'ont pas eu dans leur cadre éducatif l'opportunité de se faire vacciner, qu'ils aient cette liberté jusqu'à 26 ans de se faire vacciner. C'est vraiment une chance qu'on pourrait donner à tous. Et puis de couvrir toute la période de Covid où effectivement la vaccination, ils ont pu passer au travers. Merci Laure. Comme l'a dit Jean-Baptiste, et on rebondit sur ce qui a été présenté, ils ont déjà une action dans les collèges. Et comme l'a dit Jean-Baptiste, cette annonce de vacciner dans les collèges est très positive, mais elle doit absolument être accompagnée de campagnes coordonnées, pluriannuelles, parce qu'on sait qu'il faut 7 ans pour installer une nouvelle habitude dans le suivi de soins. Donc, il faut qu'il y ait un engagement sur minimum 7 ans de ces campagnes coordonnées et de cette stratégie nationale d'élimination des HPV. Cette campagne coordonnée doit se faire, comme l'a dit Jean-Baptiste, avec tous les acteurs, les médecins, les sociétés savantes. On sait que le 27 mars prochain, une société savante, différents médecins et chercheurs vont se rassembler pour réfléchir ensemble à comment porter le message au grand public, puisqu'il faut impliquer les parents, les jeunes, pour que quand la campagne de vaccination soit proposée au collège, et on incite à ce que ce soit fait en fin de 2e trimestre, afin que pendant toute le 1er et 2e trimestre, et y compris en 6e, donc pendant la 6e, pendant la 5e, tout le début de 5e, il y ait des informations qui soient faites au collège. Ce matin, on a vu que différentes associations s'étaient regroupées pour porter leur demande que le respect de ces 3 heures de sensibilisation à l'éducation sexuelle et c'est 3 heures par an normalement au collège et au lycée, et nous savons que c'est malheureusement, comme l'a dit Jean-Baptiste, par défaut de moyens rarement respecté. Donc il faut qu'il y ait cette information dans les collèges avec un support qui peut être un support numérique doublé d'un support papier, et que ce même support qui porte les mêmes informations, puisqu'on sait que les fake news se nourrissent d'imprécisions, donc que les mêmes informations soient mises à la disposition des parents chez les médecins, dans les salles d'attente, chez les professionnels de santé, dans les pharmacies d'officine aussi, pour que tout ce faisceau d'informations apporte une adhésion et emporte l'adhésion de tous, pour que quand la campagne de vaccination sera organisée en collège, le plus grand nombre adhèrent à cette vaccination. Nous portons aussi au sein du collectif l'idée du consentement présumé, c'est-à-dire que, évidemment, et ça c'est quelque chose de clair, il y a la liberté des parents de refuser cette vaccination, mais il faudra qu'ils précisent qu'ils refusent la vaccination. Le consentement présumé, c'est sur le modèle des dons d'organes. Quand on ne se prononce pas, c'est une acceptation, et évidemment, le refus est accepté. Donc, on pense que toutes ces mesures pourraient permettre une augmentation du pourcentage de vaccination en France, qui est terriblement bas par rapport aux autres pays européens. On sait que cette vaccination fonctionne. On le voit en Australie, où les jeunes filles sont vaccinées depuis 2007, les garçons depuis 2013. En 2019, l'OMS a déclaré que pour les tranches d'âge vaccinées, les maladies induites par les papillomavirus étaient éradiquées. On voit qu'en Suède, ils sont sur le même chemin. Donc, comme l'a dit Sabrina, il y a près de 3000 vies à sauver, autant que sur les routes. Et donc, il faut faire un effort général à tous les niveaux, au niveau des médecins,
de l'éducation nationale, des institutions, c'est tous ensemble, en coordonnant nos actions, que l'on pourra réussir, comme dans ces autres pays, à sauver ces jeunes, et aussi toutes les maladies induites dont Laure et Sabrina ont pu vous parler, qui sont extrêmement invalidantes. Et qui gâchent la vie. On le voit chez Imagine, où oui, il y a le dépistage, mais quand on est dépisté, malheureusement, il faut souvent, dans le minimum des cas, et même quand la maladie n'est pas invasive, avoir une conisation. Et ma sœur me raconte encore, quand elle-même a été opérée, qu'elle avait des jeunes femmes de 25 ans avec elle dans la salle d'attente qui pleuraient parce qu'elles savaient qu'elles n'auront jamais d'enfants. Donc, il y a la maladie, il y a le cancer, il y a les décès, il y a les conséquences dramatiques dont a parlé Sabrina, mais il y a aussi pour toutes les jeunes femmes qui ont dû avoir une intervention sur le col de l'utérus, de forts impacts sur la fertilité. Donc, on peut éviter toutes ces maladies. Ensemble, on peut y arriver. Et je vous annonce d'ailleurs que nous avons un parrain, Vincent Clerc, le rugbyman que vous connaissez tous, qui va s'impliquer et qui va nous adresser un petit message. Vous pouvez juste avant faire un petit rappel, Laure. Oui, simplement de se dire que nous avons notre site internet, donc demain-sans-hpv.org, dans lequel vous retrouverez la plupart des informations qui ont été partagées ce jour et qu'on alimentera régulièrement, que ce soit des informations qu'on vous a présentées ce jour ou de prochains messages. Voilà. Donc nous avons une vidéo, hein, c'est bien ça? Absolument, on y va. Vincent Clerc. Vincent Clerc, normalement. Bonjour, je suis Vincent Clerc. En tant qu'ancien sportif de haut niveau, je connais l'engagement dans des combats de longue durée. Et c'est pour cela que j'ai décidé de m'engager personnellement sur les sujets de prévention de la santé des jeunes. Je soutiens le collectif Demain sans HPV, car ces associations sont engagées comme moi pour protéger la santé des futures générations. Avec l'accueil en France de la Coupe du Monde de rugby en 2023, notre pays a l'occasion de rayonner au plus haut niveau de la compétition internationale. Alors travaillons ensemble pour que la France devienne également exemplaire dans la prévention des cancers HPV induits. Merci. Merci Vincent Clerc pour ce soutien et ce message. Et on sait que la Coupe du Monde de rugby arrive l'année prochaine et qu'il puisse porter la parole auprès des jeunes, puisque, comme on l'a dit, et c'est tous ensemble qu'on va réussir à faire connaître au grand public ces maladies méconnues et tabous, et la possibilité de s'en prévenir. Maintenant, on va vous laisser la parole. Il y a différentes questions dans le chat qui vont nous être relayées. Et on vous invite aussi